Nous allons commencer. Merci d'abord d'être venus nombreux pour cette rencontre autour de Jean Zay en quelque sorte et autour de cet ouvrage Jean Zay, Jeunesse de la République, édité dans la collection Bouquins chez Lafon. Et je dirais établi et présenté par Pierre Alorand, qui est professeur et doyen de la faculté de droit à Orléans, qui est un politologue et qui est aussi dans l'association des amis de Jean Zay. Et Olivier Loub, qui est ici parmi nous et qu'on est très heureux aujourd'hui de recevoir, qui est historien de l'enseignement, du cinéma, de la nation et de l'imaginaire politique de la société française et qui est professeur au lycée Saint-Cernin de Toulouse. Alors, et qui est auteur de nombreux ouvrages et qui a consacré beaucoup de son travail à Jean Zay d'ailleurs. Donc Jean Zay, l'inconnu de la République, édité chez Armand Collin. L'école et la patrie, histoire du désenchantement, chez Belin, 1914-1940. Un ouvrage que je recommande tout particulièrement, et peut-être nous aurons l'occasion aussi d'y revenir au cours de cette rencontre. C'est Cannes 1939, le festival qui n'a pas eu lieu chez Collin. Ouvrage important et aussi qui a donné lieu d'ailleurs à un documentaire, enfin un film documentaire. Un autre ouvrage de Olivier, L'école, l'identité et la nation, histoire d'un entre-de-France, 1914-1940, et enfin Jean Zay, La République au Panthéon, édité chez Duno. Alors pour introduire cette conversation, peut-être débuter par ce qui fait aujourd'hui l'actualité de Jean Zay, peut-être. En des temps, comme le dirait Michel Fleussel, qui rappelle des vents mauvais. Et pourtant, il y a une modernité de Jean Zay, à travers sa vie, emprisonné par Vichy et exécuté par la milice, à travers son action en tant que ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts. Je tiens aux Beaux-Arts particulièrement. Moi aussi. Et à travers sa lucidité, peut-être face à la montée des fascismes aussi, qui font de lui un résistant, mais aussi un observateur aigu de son époque. Et puis à travers ses écrits que vous avez édités ou réédités, qui montrent à la fois un personnage qui s'intéresse, et son action politique dans le Front populaire, mais qui est aussi un écrivain, et un très grand écrivain de notre époque. Alors, pour entamer cette conversation, je dirais, comment êtes-vous tombé dans Jean Zay, Olivier ? Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis tombé en Jean Zay en effectuant une conférence qui est un lien avec ce que Jacqueline Lalouette a pu nous dire ce matin, parce qu'il s'agissait, c'était en 1991, de faire une conférence sur Jean Zay et l'identité nationale. L'identité nationale qui, contrairement à ce qui a pu parfois se passer, n'est pas affaire que d'ennemis de la République. La réflexion sur la nation, la réflexion sur la République, c'est une réflexion sur l'identité, parce que c'est une réflexion sur le commun, sur ce qui fait que nous tenons ou pas ensemble. Donc, je suis tombé dans Jean Zay par ma thèse, en fait, très banalement. Très banalement. Pierre Laborie, qui était mon directeur de recherche à Toulouse et qui reste mon maître, m'avait envoyé, on avait sélectionné ensemble un sujet de thèse qui portait sur l'école et la République en France, puis l'école et la nation en France,
entre 1914 et 1940. Nécessairement, il y avait Jean Zay. Mais ce qui m'a fait rencontrer vraiment Jean Zay, ses archives et ses deux filles, c'est l'éducation nationale. Jean Zay et moi sommes un couple de l'éducation nationale. C'est-à-dire que j'ai été nommé en collège à Orléans en 1989 et arrivant en collège à Orléans, Jean Zay étant d'Orléans, j'ai rencontré ces filles qui m'ont donné accès à ces archives. Il faisait partie nécessairement des acteurs de ma thèse, mais la nomination comme jeune professeur d'histoire dans un collège d'Orléans a fait de moi un contemporain de ces sources. C'est comme ça que je suis devenu un des enfants de Jean Zay, pour reprendre le titre d'une des loges, qui est une loge à Vichy, qui s'appelle les Enfants de Jean Zay. Alors effectivement, si on s'intéresse alors peut-être au personnage d'abord, je serais tenté de dire que Jean Zay a tout pour déplaire, je dirais, à ce que Maurras appelait l'anti-France. Il est d'une part issu d'une famille juive, il est protestant, d'autre part, et ensuite il est franc-maçon. Pas moins. Il cause toutes les cases, si je puis dire, et donc il est ce que l'Action française appelait un métèque intégral, en quelque sorte. Alors peut-être, pour revenir à cet héritage et à la façon dont il va s'inscrire dans le contexte politique de l'époque, rappeler un peu ce qu'était Jean Zay. Oui. Lorsqu'on cherche à comprendre l'identité de la République, lorsqu'on cherche à en comprendre la jeunesse, pour se demander en 2024 ce qui peut servir encore ou ce qui nous permet de nous nourrir dans la jeunesse de la République de Jean Zay, il est effectivement, et je te remercie, et il est très intéressant, passionnant de se plonger dans la jeunesse de Jean Zay lui-même et de voir qu'est-ce que c'est que la fabrique d'un jeune républicain comme Jean Zay l'est. Alors c'est un jeune républicain qui est à la fois typique et remarquable. Non pas remarquable pour dire que c'est spectaculairement un héros, mais remarquable dans sa génération et typique aussi de la République et de la jeunesse de la République. Alors il est typique de la jeunesse de la République parce que la République telle qu'elle se réinvente autour de l'affaire Dreyfus, dans une France des radicaux, une France radicale, c'est une République qui décide désormais, et vous le savez, la Ligue des droits de l'homme en particulier, la Ligue des droits humains, qui est au cœur de cette bataille dreyfusiste, à laquelle appartient son père Léon Zay. Léon Zay est un rédacteur en chef d'un journal, d'un quotidien orléanais, qui est le quotidien orléanais des radicaux, qui s'appelle Le Progrès du Loiret, tout un programme bien sûr, Le Progrès du Loiret. Eh bien, cette République, qui est la plus jeune République de Jean Zay, mais qui en même temps vient de se renouveler, de se rajeunir dans l'affaire Dreyfus, de se retremper dans l'affaire Dreyfus, c'est une République qui est celle de l'universalisme des minoritaires, pour le dire comme ça. Parce que l'affaire Dreyfus, qu'est-ce que c'est? C'est le questionnement de ce qui fait tenir ensemble les républicains, et au sens plus large, la France républicaine, et au sens encore plus large, la communauté nationale républicaine, à partir de la question que posent les minorités, qui sont, dans le cas de Dreyfus, la minorité juive, évidemment, seul pays d'Europe à l'époque où un juif peut être un officier d'état-major affecté au renseignement. C'est-à-dire qu'on a déjà ce fonctionnement-là. Or, pour des gens comme Ferdinand Buisson, qui est une forme de mentor politique et intellectuel de Jean Zay, la question et qui lui-même est un protestant, Ferdinand Buisson, de culture, et il a même été, au point de vue du culte, un protestant particulièrement actif, eh bien, la question de l'universalité se pose à partir de la question de la nécessaire intégration de ce qui est minorité, mais qui doit faire partie intégrante de la communauté. Alors, comment concevoir cette intégration, cette égalité des minorités dans une communauté? C'est toute la question des droits politiques et de l'égalité des droits politiques, la façon de faire. Donc, Jean Zay est issu d'une famille, donc, côté de son père, qui est effectivement une famille juive, et du côté de sa mère et toute son éducation, Jean Zay est un petit protestant. C'est une vieille lignée protestante qui est issue de la ville ou du village de Mer, M-E-R, qui se situe dans la zone ligérienne. On est entre
entre Orléans et Blois, là. Ce sont des vignerons en partie, mais aussi des communautés rurales. Ce sont des gens qui, au XVIIIe siècle, vont se marier en Hollande, parce qu'ils ne peuvent pas le faire. L'état civil, jusqu'à 1787, pour les protestants, n'est pas accessible. Très bien. Mais, donc, juif par son père, protestant du côté de sa mère, et toute sa culture. Janzé, c'est quelqu'un qui est baptisé, marié, enterré au temple d'Orléans. Et qui, par ailleurs, a connu sa femme, Madeleine Zé, sur les bancs de l'école du dimanche. Voilà, donc c'est une vraie culture protestante. Donc, et je fais un donc qui est un donc d'époque, il est au cœur des cultures républicaines réinventées au moment de l'affaire Dreyfus. Voilà. Et il est franc-maçon, comme son père, dans la même loge que son père, qui s'appelle à Orléans, et qui s'appelle toujours à Orléans, la loge Étienne Dolé, d'Orléans, qui est une des loges du Grand Orient de France, et qui est restée une loge très active et qui honore la mémoire de Janzé. Oui, on a les trois figures de l'anti-France pour les maurassiens, le juif, le protestant et le maçon, auquel il faut rajouter bien sûr le métèque, mais ipso facto, l'une quelconque des trois catégories précédentes faisait de vous un métèque par rapport à ce que devait être la réalité d'une France pure et saine, comme elle le démontra entre 40 et 44. Bon, là, vous avez évidemment, Vichy ne pouvait pas le rater. C'est-à-dire que cet homme, il avait toutes les capacités. Mais il faut rajouter à ses qualités, si je puis dire. Une autre qualité, c'est que Janzé s'est occupé de la jeunesse. Et je suis toujours dans mon propos de parler de la jeunesse de la République. Or, depuis Socrate au moins, corrompre la jeunesse est un problème majeur pour les moments qui sont des moments de tyrannie ou de dictature. L'idée de la corruption de la jeunesse, évidemment, c'est par là que le renouvellement de la société se fait ou se fera. Particulièrement en France, nous sommes un pays dans lequel il y a une conviction plus forte qu'ailleurs, historiquement, autour de l'idée que c'est par l'école que se renouvelle ou que se refonde. Le maréchal Pétain, par exemple, est très attaché, et il disait, mais sans que personne puisse y croire, que le poste ministériel qu'il enviait le plus était le poste de ministre de l'Éducation nationale, sans trop y croire. Mais voyez, donc ça c'est important, et Janzé, touchant à la jeunesse, évidemment touché à la pureté de la nation qui vient. Parce que c'est ça la jeunesse de la République, c'est quelle République voulons-nous voir venir, voir advenir. Or, troisième et dernier point, outre la catégorie anti-maçonnique, anti-juive, effectivement, et anti-protestante qui forme le môle maurassien de la haine, on rajoute l'éducation nationale, et puis par ailleurs, c'est un homme du Front populaire. Et là, pour le régime de Vichy, évidemment, Vichy se pense et a agi comme une revanche contre le Front populaire. Or, Janzé, là, cumule toutes les fonctions, parce que non seulement il est de Front populaire, mais chez les radicaux socialistes, il incarne l'aile gauche des radicaux socialistes. Est-ce pour cela qu'il n'y a pas de collège et de lycée Janzé en Occitanie jusqu'à nos jours, que dans la région Midi-Pyrénées, si radical socialiste, mais qui au moment du Front populaire n'est pas très à gauche. Très clairement, les radicaux socialistes toulousains, par exemple, sont des gens qui acceptent du bout des lèvres et puis qui ensuite se retirent très vite de toute dynamique de Front populaire. Zé, c'est le contraire. Zé, dans sa circonscription de député, il est élu député à 27 ans. Il est élu à Orléans, première circonscription d'Orléans, avec la garde des Aubrais, c'est-à-dire les cheminots, c'est-à-dire la CGT, c'est-à-dire les communistes. Je simplifie un peu, mais pas tant que ça. Donc il est très tôt, avec Pierre Mendès France, un membre important de ce qui s'appelait à l'époque, on retrouve notre jeunesse de la République, les jeunesses laïques et républicaines. Et ce mouvement des jeunesses laïques et républicaines qui existe à partir du milieu des années 20, c'est le prototype du Front populaire, parce qu'on pouvait adhérer à ce mouvement qui est un mouvement politique et être membre des jeunesses laïques et républicaines, d'abord en étant homme ou femme, mais aussi en étant radical, socialiste ou communiste. On pouvait être, et on voit des réunions, et Janzé devient vice-président national des jeunesses laïques et républicaines, et c'est là où il rencontre Pierre Mendès France pour la première fois. Mendès France, d'ailleurs, qui toute sa vie viendra à toutes les célébrations autour de Janzé, et qui, à sa façon, tentera de rajeunir la jeunesse, de rajeunir la 4ème République, à sa façon, même si ça ne durera pas, son expérience, comme on dit quand les gouvernements ne durent pas, on dit ça du Front populaire, vous savez. Et c'est souvent pour dire que c'est une expérience avec vocation à échouer, va nourrir quand même par la suite des choses fortes, et c'est typiquement cette idée-là, la jeunesse de la République de Janzé, quand on prend son parcours, identité personnelle et identité politique, celle donc de l'humanisme des minoritaires et celle des radicaux pour lesquels il n'y a pas d'ennemi à gauche, et pour lesquels, de fait, le Front populaire est une forme d'incarnation du renouvellement de la République.
justement, vous avez évoqué déjà une partie de ce parcours qui va l'amener à être donc ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts du Front populaire. Alors, comment se passe d'une part cette arrivée, je dirais, de Jean Zay au ministère? Comment, donc, dans la dynamique du Front populaire, il va devenir ministre, d'une part, et puis on s'interrogera ensuite sur l'importance de son action qu'il a menée, qui a presque des résonances avec l'éducation nationale que nous connaissons aujourd'hui, peut-être un peu. Oui, ou que nous pourrions connaître à nouveau. Dans le cas de Jean Zay, sa nomination est à la fois une surprise et une évidence. C'est une surprise parce qu'il est très jeune et que le poste, malgré tout, de ministre, il a 31 ans, que le poste de ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts, auquel il tient pas moins que nous, c'est quand même un poste dans la République qui a vu des titulaires aussi importants qu'Édouard Herriot, préalablement. Enfin, chez les radicaux socialistes, ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts, c'est quand même un très beau poste. On ne parle pas à l'époque de poste régalien, il n'est pas garde des Sceaux, il n'occupe pas la défense, le poste de la défense et de la guerre, très bien, mais quand même. On est là avec des postes qui d'ailleurs, au cœur de la gauche, sont des postes très importants, régulièrement. Celui qui d'ailleurs cumulera les deux fonctions de ministre de l'Éducation nationale et de la culture beaucoup plus tard, en 1994, c'est Jack Lang, qui rappellera que Jean Zay était un de ses prédécesseurs, ou voire même dans la mémoire longue du bâtiment éducation nationale, une mémoire qui passerait par le mobilier. Najat Vallaud-Belkacem avait fait rechercher au fond pas des archives, au fond des dépôts du mobilier national, le bureau que Jean Zay avait fait faire, parce c'était une commande d'État, et une commande d'État, c'est un bureau, imaginez-vous ça, c'est le premier bureau ergonomique qui soit entré à l'éducation nationale. C'est une ergonomie un peu spéciale, c'est un bureau qui doit peser 1 tonne environ, parce qu'il est fait en travertin de Rome. Vous imaginez un pierre. Et alors il est incurvé, ce qui le rend ergonomique, etc. Mais c'est bien une commande d'État. Alors, c'est une surprise, parce qu'il est jeune, mais c'est une évidence, parce que c'est une étoile montante du Parti radical. Il a déjà été le rapporteur général au Congrès radical en 1935. Là, à 30 ans, être rapporteur général du Congrès radical, ça veut dire qu'on fait partie des jeunes pousses auxquels on va confier des postes et qui le méritent. Il a été nommé sous-secrétaire d'État juste au mois de janvier 1936. C'est pas Léon Blum qui le fait ministre pour la première fois, c'est Albert Sarraut. Alors là, on est à Toulouse de nouveau, on retourne à Toulouse. Donc le radical, le frère de Maurice Sarraut, le patron de la Dépêche, de Toulouse à l'époque. Et nommé à ce poste, il est sous-secrétaire d'État, il s'occupe des élections. Vous savez comme moi, et en particulier dans une république parlementaire encore plus, combien le poste d'être le sous-secrétaire d'État chargé des élections qui vont venir législatives est un poste important. Et il est donc repéré. Sauf que cette évidence de son parcours national à venir, il était programmé, c'était pas forcément écrit, mais enfin, il était programmé pour devenir président du Conseil à 2, 3, 4, 5 ans près. C'est quelque chose quand même qui peut surprendre aussi parce qu'il n'est pas du tout un spécialiste de l'éducation nationale. Alors là, c'est intéressant, Pascal Horry a beaucoup travaillé sur ça, sur le fait que, au fond, on peut être un excellent ministre même si on n'est pas un spécialiste de son camp. Ce qui compte, c'est d'avoir une vision et un poids politique. Pour être un bon ministre, la vision ne suffit pas, la compétence dans le champ, il y a un ministère pour ça, et si vous êtes un politicien généraliste, vous avez quand même un regard qui est porté, mais surtout, il est porteur d'une idée, et c'est ça qui... Bon, je passe à ses réalisations. Je laisse poser la question, alors peut-être. Non. Donc ça, c'est une histoire d'essayer de ne pas te mettre mal à l'aise alors que tu buvais un coup, mais c'est raté. Peux-tu nous faire part de ces réalisations? Je te remercie de poser la question dont j'avais initié la réponse. L'œuvre de Jean Zay, on pourrait faire dans le détail, mais elle est énorme. Et pourtant, elle est invisibilisée pour des raisons républicaines. Et par ailleurs, elle recouvre une transition dans l'histoire de la République, même dans l'identité de la République, qui est majeure. Alors, invisibilisée, parce qu'il n'y a pas de loi Jean Zay. Dans notre mémoire, dans la constitution de notre mémoire politique, notre mémoire publique, en bon
j'allais dire, républicains que nous sommes, enfin on l'espère, ici, il y a l'idée que s'il n'y a pas de loi, c'est-à-dire un texte approuvé par la nation et les représentants souverains de la nation, le peuple souverain, eh bien l'action d'un ministre est très difficile à percevoir. Et c'est ce qui se passe pour Jean Zay par rapport à Jules Ferry. Il ne s'agit pas d'établir un parallèle pour établir un parallèle. Mais en revanche, évidemment, les lois Ferry sont mémorielles. Incontestablement mémorielles. Incontestablement aussi, elles installent des choses qui sont parfois le parachèvement de tout un effort du 19e siècle. Hein, l'alphabétisation, etc. On n'est pas, c'est pas Ferry qui va créer, ça ponctue. En revanche, elles initient des choses qui sont très importantes. Grosso modo, l'école de Jules Ferry, qui est une école extrêmement politique, où il s'agit de fabriquer des jeunes républicains, ce qui est une action politique. Ce n'est pas une école neutre, l'école de Jules Ferry, politiquement. Hein, c'est une école qui vise, dans le cadre d'un champ politique compliqué pour les républicains. Les années 1880, la République est fragile. Elle est jeune, mais elle est riche de ses faiblesses de jeunesse aussi. Hein. Et donc, il s'agit par l'école de fabriquer la stabilité à venir d'un régime qui d'ailleurs sera stable, en partie par l'école, pas seulement, mais par l'école aussi. Donc, la révolution Ferry, si on doit parler de transition révolutionnaire, c'est de changement dans les structures de ce qu'est l'école et la façon de concevoir ce qu'est la nation républicaine, c'est la révolution de la démocratie libérale. L'idée des républicains ferristes qui ont fait le choix, malgré 1848, malgré la Commune, de ne pas présenter la figure sociale de la République, mais d'insister, de dire que d'abord, il fallait de façon pas modérément républicaine, fonder une république qui puisse s'installer, durer et être stable, et qui par ailleurs eux-mêmes sont des libéraux, hein, Jules Ferry, de conviction, hein, économique en particulier, eh bien, c'est pas une petite étape, c'est une étape fondamentale, mais c'est pas du tout l'étape que l'on lui prête souvent, par exemple celle de l'ascension sociale, etc. Ça, c'est la génération Jean Zay. L'idée que l'école de la République doit être celle d'une République sociale, pour lui permettre d'être une démocratie stable, ça appartient à des gens avant la Première Guerre mondiale. Ferdinand Buisson, dont je parlais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui porte ça en lui, et qui est un rebond de 48, qui est passé par la Commune aussi. Mais le moment où ça devient une affaire de gouvernement, le moment où il s'agit de fabriquer une République qui soit stable démocratiquement face aux poussées, en particulier des dictatures qui s'intéressent énormément, les fascismes comme le nazisme, au social. Hein, et bien de dire que la démocratie politique n'a de chance de survivre et de se réveiller, ou plus exactement de se prolonger et de faire face aux poussées du populisme, qu'en étant une république sociale aussi. Et ça, c'est la génération de Jean Zay. C'est pas le seul. Il n'est pas le seul, c'est la génération de Léon Blum aussi. Ça va traverser tout le champ politique et c'est aussi pour ça que ça va durer. Autrement dit, ce que porte Jean Zay comme jeunesse de la République, c'est l'idée qu'il n'y a pas de république, démocratie politique libérale qui tienne sans qu'elle soit aussi une démocratie sociale qui se préoccupe de l'injustice sociale. Le début de son projet de loi, qui ne sera pas voté, vous voyez, invisibilisation, hein, il n'y a pas de loi Jean Zay. Pourquoi ? Parce que ses adversaires radicaux en particulier l'empêchent d'arriver en débat. C'est Hippolyte Ducos, le député de la Haute-Garonne, qui va tout faire pour que la loi Jean Zay le projet de loi Jean Zay, ne vienne pas en discussion à la Chambre. Dans son camp, même. Et en fait, ce qu'écrit Jean Zay dans ce projet, c'est qu'il y a la nécessité de fabriquer une maison. Il dit, notre maison sera claire, il parle d'éducation nationale, claire, ouverte à tous, parce que notre objectif, c'est la justice sociale. Ça, malgré tout, à l'échelon de l'État, c'est nouveau. C'est pas du tout ferriste comme discours. Ça prolonge, mais ça change de dimension. C'est-à-dire que si on fait une histoire de la République et qu'on la limite, c'est pas la limite, pardon. Si on fait une histoire de la République qui s'occupe des numéros, il y a 5 républiques. Si on fait une histoire de la République qui s'occupe de ce qui fait son moteur profond, son idéal, le futur qu'elle cherche à construire, il y a 2 républiques qui se succèdent, mais qui se complètent. Jean Zay construit dans la lignée de Ferry à sa façon. C'est une république qui construit la démocratie politique et une république qui construit la démocratie politique avec et comme étant une démocratie sociale. Sans démocratie sociale, il n'y a pas de démocratie politique. C'est ça le sens des réformes de Zay. Or, ces réformes, 0 loi, mais des quantités de textes. Et qui aboutissent à une chose assez simple du côté de l'éducation nationale, c'est que là où auparavant vous aviez un système vertical,
qui fonctionnait avec des ordres d'enseignement qui étaient aussi le reflet des ordres sociaux. Le lycée, c'était un ordre d'enseignement. Quand je dis un ordre d'enseignement, on y rentrait en 12e, 11e, 10e, etc. Dès la 10e, on faisait du latin. D'accord ? Puis on arrivait en 6e, etc. Donc ça se poursuivait jusqu'aux écoles normales supérieures d'Ulm et de Sèvres, et vers l'université, potentiellement. Mais à côté de ces 3 à 5%, vous aviez une école qui était l'école primaire, qui elle aussi était un système vertical, constitué de façon verticale. Ça veut dire quoi ? On y rentrait dans les petites classes, évidemment, on poursuivait, mais il y avait un après à l'école primaire. Cet après, si vous aviez eu le certificat d'études primaires, 30% de la classe d'âge. Jamais plus. Les gens qui ont le certif, c'est 1/3 au mieux de la classe d'âge. Mais au-delà, il y a une poursuite. Ce sont les écoles primaires supérieures. Du côté de ceux qui vont devenir fonctionnaires la plupart du temps, les instituteurs et institutrices passent souvent par les écoles primaires supérieures et ensuite rentrent sur concours dans les écoles normales primaires d'instituteurs et d'institutrices. Et par concours toujours, 4e année, et là je pense à Rémi Pêche, qui n'est pas là, mais qui est un de nos amis les plus chers ici. Rémi Pêche, il a fait la 4e année d'école normale primaire de Carcassonne, à Toulouse, et il l'a faite pour rentrer à l'école normale primaire supérieure de Saint-Cloud. Fontenay, Saint-Cloud. Donc vous voyez, c'était des systèmes verticalisés. Ce que fait Jean Zay, ce que fait la génération de Jean Zay, c'est horizontaliser. Création de Jean Zay, et ça se fait sans loi. Un décret, désormais, il y aura... Auparavant, sous le ministre, il y avait une direction du lycée, une direction du primaire, une direction du technique. C'est un autre monde, avec une 3e école normale primaire supérieure, celle de Cachan, d'ailleurs. Et pas primaire supérieure, une école normale supérieure de Cachan. Mais ce que faisait, il horizontalise. C'est-à-dire il va y avoir désormais un directeur du premier degré, un directeur du second degré, et le directeur du premier degré s'occupe à la fois des petites classes des lycées et des petites classes de l'école primaire d'avant. Et qu'est-ce qu'il fait ? Ils vont uniformiser les recrutements des maîtres, les programmes. Et donc, sans qu'il y ait besoin de loi, on passe d'un système vertical socialement déterminé, 5% d'une classe d'âge, 95% d'une classe d'âge, à un système dans les directions de l'enseignement qui est horizontalisé et qui est resté le nôtre. On ne peut peut-être que regretter le fait qu'on appelle supérieur ce qui pourrait s'appeler le 3e degré, comme une évidence de démocratisation et de suite, mais c'est une autre histoire. Voilà ce qui se passe de façon concrète. Dans les Beaux-Arts, pour les Beaux-Arts, il y a le même type de travail qui est effectué du côté de l'idée très forte que la culture, ce n'est pas une activité d'oisif seulement, et pourquoi pas, Zay est un homme très cultivé, il fréquente bien entendu les expositions, etc. Mais pour lui, l'idée c'est que la culture doit être animée par 2 choses nouvelles. D'une part, la culture, ce sont des métiers, ce sont des travailleurs, et il doit y avoir des statuts à ces travailleurs. Il faut réfléchir à l'organisation des métiers de la culture. Ce n'est pas des saltimbanques qui sont payés au contrat, à la pièce ou justement au moment où ils jouent. C'est des gens qui doivent bénéficier de statuts. Et pour ces statuts, c'est à l'État d'être l'interface entre les employeurs, etc., et de fournir des règles et de mettre en statut, justement, ce qui auparavant n'était que de l'ordre du contrat ou de la pige, au sens strict, du travail à la pièce. Ça, c'est une première idée. La seconde idée, c'est que cette culture, la plus élevée de l'époque, elle doit être aussi la plus diffusée, si possible. Et pour ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il va créer, dans le cadre de l'école primaire, ce qu'on a appelé des après-midi de loisirs dirigés au début. Alors, il se fait tirer à boulet rouge, en particulier par la droite au Sénat. Nos enfants ne font plus rien, ils n'apprennent plus les fondamentaux, il n'y a plus de socle pour savoir ce qu'ils font. Donc, on les fait se promener dans les champs alors qu'ils sont paysans. Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Ça n'a aucun sens. Et Jean Zay, dans une très belle page de Souvenirs et solitude que je republie là, dans ce bouquin qui s'appelle Jeunesse de la République, dit réformateur, méfiez-vous des étiquettes. J'avais eu la rapidité d'appeler loisirs dirigés ce qu'ensuite j'ai renommé comme étant activité dirigée. Donc l'activité indiquait bien ce qui se faisait, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'un apprentissage, il s'agissait d'une pédagogie. Et au passage, ça doit être un des très rares ministres de l'Éducation nationale qui va se trouver approuvé par les tendances les plus radicales de la pédagogie nouvelle. Célestin Freinet rédige des textes pour soutenir le ministre Jean Zay, qui d'ailleurs Jean Zay le réintègre dans la fonction d'éducation alors que Célestin Freinet en avait été exclu. On a une espèce de conjonction d'aliments de planète qui est assez rare.
dans notre monde, d'avoir à la fois le ministre, en quelque sorte, toutes les associations, et y compris les pédagogues les plus novateurs, qui sont d'accord sur la façon dont on doit rajeunir la République par l'éducation nationale. Et donc, la culture, il faut que les enfants puissent aller au théâtre, il faut que les enfants puissent aller, etc. Et ça, il crée une après-midi. Après, dans le détail du fonctionnement, c'est une impulsion. En ce sens-là, elle vaut jusqu'à nos jours. C'est-à-dire que ce rajeunissement, au moment de Janzé, dans la façon de concevoir la culture, la République et l'éducation, elle tient jusqu'à nos jours. Absolument. Et il faut rappeler aussi son action, évidemment, en direction des musées, par exemple. Le musée de l'Homme, par exemple. Alors oui, c'est aussi... Janzé, qui n'est pas un spécialiste, hein, c'est un avocat et un journaliste. Fondamentalement, ses métiers, ce sont ceux-là. À la Chambre des députés, avant d'être nommé, il s'occupe du commerce, beaucoup, et il s'occupe aussi du travail. Ah, très bien. Donc, mais il a quand même, et il porte avec lui, des idées de création qui sont le relais de ce qu'est le Front populaire. Parce que, pourquoi crée-t-on des musées aussi? Parce qu'il y a des associations populaires de musées. Pourquoi va-t-il faire un statut du cinéma? Parce qu'il y a une fédération populaire du cinéma, comme il y a celle de l'aviation, à laquelle il s'intéresse aussi. Hein, il y a une fédération populaire de l'aviation. L'idée, c'est la démocratisation sociale de ce qui, auparavant, pouvait être des loisirs de classe. On ne dit pas ça à l'époque, mais c'est cette idée-là. Et donc, l'élargissement de l'accès à la culture, c'est quelque chose qui lui tient à cœur de façon fondamentale, comme sa génération, et parce que, par exemple, il va nommer Jean Cassou à la tête de ce musée. Et le réseau du musée de l'Homme, autant le redire ici, hein, c'est un des tout premiers réseaux, un réseau pionnier de la résistance en France. D'ailleurs, Janzé, du fond de sa cellule, est en contact avec ces réseaux. Hein. C'est par sa cellule que passent les verbatims du procès de Riom, et c'est lui qui en rédige les comptes rendus pour des revues résistantes. Enfin, donc c'est un monde et c'est un milieu qui, du fond de sa cellule, il n'y a pas personnage aussi pétri d'espérance. Hein. Un autre thème aujourd'hui, c'est du chaos à l'espérance. Croire que la fin des années 30, c'est un temps qui est un temps où les choses sont simples, où il n'y a pas de... C'est la montée des périls, en particulier du populisme, et du populisme en France aussi, à la fin des années 30. On peut se rappeler que Léon Blum manque d'être lynché dans la rue. Il y a le débat sur la question. Il y a le débat sur la question espagnole, par exemple. La question espagnole bouleverse absolument tout ce moment-là. Pierre Laborie a écrit un très bon article sur le miroir espagnol. La France vit au miroir espagnol, c'est-à-dire le Frente Popular et le Front populaire. Qu'est-ce qu'il faut faire face à la montée des dictatures, des fascismes, des populismes à l'intérieur? Et pourtant, ce sont des gens qui ont et qui portent en eux la création de futurs, qui sont des futurs démocratiques sociaux, par la culture. Hein? Le fait de dire que la démocratie face au populisme ne s'en tirera que si elle est populaire par la culture. Alors évidemment, on ne peut plus dire démocratie populaire, le vocabulaire de guerre froide nous l'empêche. Hein. Mais c'est ça l'idée de Zé, hein, fondamentale. Alors, création de musées, évidemment, pour le théâtre. Réforme des statuts, création en particulier de ce qu'on appelle le cartel, les 4 grands hommes de théâtre de l'époque. Il va leur affecter l'odéon, c'est-à-dire des éléments de la comédie française, hein, des éléments d'État. Parce que l'idée aussi, c'est que l'État soit pionnier en termes de modèle de ce qui peut être diffusé. Pour Janzé, qui est un radical, hein, pour lui, la propriété privée, c'est quelque chose d'important. Il n'a aucune envie de collectivisation des moyens. En revanche, que l'État soit pionnier et modèle de ce qui peut être une démocratisation sociale de la culture qui viendrait percoler et informer le reste de la société, ça, c'est fondamental. Cette idée que c'est les statuts de l'État, par exemple, des travailleurs qui travaillent dans le cadre de l'État, qui doivent servir de modèle ensuite, les retraites qui seraient celles de l'État, qui ne sont pas des retraites qui seraient particulières, spéciales ou privilégiées, mais qui seraient pionnières de ce qui devra être diffusé. Ça, c'est ce temps-là du Front populaire aussi. Et vous évoquiez les questions sociales, donc. Janzé est aussi, je serais presque tenté de dire, à l'origine de notre Crous universitaire. Il a pris des mesures dans ce sens pour permettre d'accueillir les étudiants. Oui, alors ça, c'est une question qui se pose beaucoup. D'ailleurs, peut-être ceux d'entre vous qui ont fait leurs études à Paris, ont-ils été dans
cité d'Antony International qui porte le nom de Jean Zay. C'est une vieille histoire parce que son idée, encore une fois, idée de génération, mais qu'il va relayer et dont il va prendre la tête en termes d'impulsion, c'est que, bien sûr, la démocratisation de l'enseignement va, à terme, pas tout de suite, se traduire par la nécessité de se poser la question de l'accès aux études supérieures des enfants de toute catégorie. Peuple y compris, mais toute catégorie. Et pour ça, il faut qu'il y ait des œuvres universitaires sociales. Et c'est la création du Crous. Pour la diffusion de la lecture aussi, avec Julien Quin, qui est à cette époque-là à la tête des bibliothèques en France, il va créer les bibliobus. Ça date de 1938, les bibliobus, les premiers qui existent, le cinéma à l'école, etc. Je suis en train de vous faire le portrait d'un homme république, mais qui est en fait le portrait, vous avez compris depuis que j'en parle, le portrait d'une génération. On n'est pas dans une histoire qui serait, même si le bonhomme Zé mérite notre reconnaissance pleine et entière, mais il la mérite en particulier parce qu'il est l'incarnation de sa génération, du moins dans ce qu'elle avait de meilleur par rapport à cette idée du progrès social. Et ce qui lui permet de réaliser autant de choses aussi vite, c'est que c'est dans les cartons. C'est qu'il y a dans les cartons un lien entre... Est-ce qu'il existe toujours entre les associations qui œuvrent au progrès social, par exemple la FOL, la Fédération des œuvres laïques, on a une photo célèbre de Jean Zay que j'aurais aimé vous diffuser, où on le voit en train de regarder, les gens de la FOL lui amènent une affiche de leur prochaine campagne, il est en train de la regarder avec un poulbeau, etc. Il y a un lien, il y a une interaction, mais même quelque chose, comme une intrication entre tout le tissu social, de la démocratie sociale, des œuvres et de l'action sociale et le ministère à l'époque, parce que vous avez dans le cabinet de Jean Zay des gens qui sont aussi des membres de ces associations et qui viennent informer. Et les projets sont là. Faut-il la volonté politique ? Les foyers Léo Lagrange, notamment. Alors, les œuvres Léo Lagrange, mais jusqu'à nos jours, par exemple, il y a à Toulouse, et la mémoire, si elle n'a pas été transmise par les milieux politiques successifs à la tête des départements et de la région ici, il faut savoir que l'école Jean Zay de Bordeaux-Rouge à Toulouse, c'est la fédération, c'est les cercles Léo Lagrange, la fédération Léo Lagrange, qui l'a créé, qui l'a fait créer, qui a beaucoup œuvré pour que ça se fasse. Et cette respiration entre ce que sont les associations, le tissu associatif, le ministère et ensuite le retour sur le terrain, c'est une des bonnes façons aussi de définir le Front populaire. On réduit souvent le Front populaire et la République de Front populaire à une alliance électorale entre trois partis. C'est un élément du Front populaire, mais la force du Front... on disait le Rassemblement populaire, vous pouviez adhérer au Rassemblement populaire de façon comme une association. Par exemple, les fédérations de théâtre populaires adhèrent au Front populaire. Elles sont membres du Front populaire. C'est-à-dire que le ministre Jean Zay les reçoit. Et d'ailleurs, une autre photo que je vais vous décrire parce qu'elle est incroyablement puissante dans ce qu'elle dit de Jean Zay, de la République et de la jeunesse de la République de Jean Zay de Front populaire. C'est la photo suivante. On est le 26 juillet 1936, tout début du Front populaire. Le ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts, Jean Zay, vient faire son métier de ministre, c'est-à-dire inaugurer un groupe scolaire qui s'appelle Jean Jaurès. On est en Provence, dans une petite ville qui s'appelle Les Arcs sur Argens. Il est toujours là, ce groupe scolaire Jean Jaurès, vous pouvez aller le voir. Or, bien entendu, les photographes sont là, il y a le ministre quand même. On est en juillet 36, on est à fond dans l'illusion lyrique, dira Malraux, mais dans l'élan lyrique, je préfère dire, du Front populaire. Eh bien, ce qui se passe, il y a donc des reportages, et nous, on a le reportage photographique. Et on voit Jean Zay montant sur les tréteaux du banquet républicain, avec derrière des bandeaux, des calicots bleu, blanc, rouge partout, et derrière lui, deux choses. Une triade, c'est-à-dire un buste, deux drapeaux, et une grande inscription qui souhaite la cordiale bienvenue à Jean Zay. Qu'est-ce qu'il est écrit et quelle est cette triade? La triade, le buste, c'est pas Marianne, c'est Jean Jaurès. Les drapeaux, c'est rouge et tricolore. Vous imaginez un ministre de la République qui vient faire son discours en inaugurant officiellement sous ce triptyque qui vient de dire que la République qu'il incarne est la fille ou se reconnaît dans Jaurès et qu'il n'a pas d'ennemi à gauche.
jusqu'au drapeau rouge compris. Et alors l'inscription qui est écrite en dessous, c'est « Bienvenue, cordial bienvenue de la ville des Arcs sur Argens à Monsieur le ministre », et on s'attend à lire, « de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts ». Non, non, à Monsieur le ministre du Front populaire. Les choses sont claires. Jean Zay vient inaugurer le... Alors c'est une municipalité socialiste, elle n'est pas communiste, c'est une municipalité socialiste, et Jean Zay est bien un ministre du Front populaire aux yeux de ceux qui le soutiennent. Et aux yeux aussi de ceux qui ne le soutiennent pas et qui sauront s'en souvenir. Alors, on va peut-être venir à la période noire, si je puis dire, ce qui va advenir pour Jean Zay, c'est à la fois son arrestation, d'une part, son incarcération, et puis son assassinat crapuleux, si je puis dire. Oui. Et on va pouvoir y aller en passant par Cannes. Je me permets de répondre à cette question. Tout à fait. Que je sentais Il est sous-jacente. bon d'aller au cinéma. On va y aller par Cannes. En 1939 est créé par le gouvernement français un festival international du film dans la ville de Cannes. Il devait se tenir du 1er au 20 septembre 1939. La guerre, comme vous le savez, intervient dès le début du mois de septembre. De fait, dès le 23 août, avec le pacte de non-agression germano-soviétique, la guerre était là, très potentiellement. Et en plus, comme on avait vécu une sorte de répétition générale au moment de Munich un an avant, les choses étaient claires. Quel est le sens de la création de cet événement au point de vue politique et au point de vue culturel? Alors ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que c'est une autre facette de la jeunesse de la République de Jean Zay, et qui est celle de la conviction qu'il y a un affrontement entre les dictatures et les démocraties, c'est très clair, mais que les démocraties doivent montrer leur force. Jean Zay est persuadé, c'est un enfant de la guerre, que si on veut, si ce n'est éviter la guerre, du moins la faire dans les meilleures conditions, en tout cas éviter de la faire, mais il faut d'abord gagner, regagner ou étendre la victoire culturelle des démocraties par rapport à ce que sont les offensives, qui sont les offensives culturelles extrêmement puissantes. Mussolini contrôle un nombre considérable de journaux français. Il les contrôle financièrement, je dis. Il n'y a pas les réseaux sociaux, mais il y a les réseaux d'argent qui sont déjà là. Il y aura des affaires d'ailleurs très claires, très connues. Alors, il existait depuis 1932 le premier festival international du film qui existe toujours à Venise, la Mostra de Venise, et qui avait opéré pour les gens du cinéma une reconnaissance, irrésistible. Venise, de fait, la Mostra de Venise s'inscrit dans ce qu'on appelle la Biennale de Venise. La Biennale de Venise date des années 1890 et elle a été fondée pour être la Biennale des arts et des arts contemporains. Le cinéma en 1932 se voit reconnu par Venise, en plus l'Italie, patrie des beaux-arts, etc., comme étant un art contemporain. Ça, c'est irrésistible. Ça fait, depuis au moins D.W. Griffith, Chaplin et les autres, c'est vrai aussi pour les cinéastes français du début, ça fait très longtemps que le monde du cinéma cherche à être reconnu comme un art. Venise offre cette reconnaissance, et avec la reconnaissance artistique, il y a l'idée, une idée que Mussolini longtemps entretiendra, qu'au fond, le monde de l'art, le monde de la culture n'a rien à faire avec la politique. Ce qui se passe avec la création du Festival de Cannes, ce qui a entraîné la création du Festival de Cannes, c'est que désormais, les démocraties y compris, se mettent à voir et à essayer d'agir dans ce que les dictatures ont très bien compris dès le début, c'est que l'art des foules est un art politique, politiquement manipulable, et qu'il faut l'investir. Les démocraties, avec Jean Zay, ont une prise de conscience. Et la prise de conscience va aboutir à la naissance d'une diplomatie culturelle qui va s'occuper de ce qui est diffusé, et en disant « mais nous, on ne fait pas de politique, justement, on est libre ». Or, à Venise, le cinéma n'est plus libre. Alors pourquoi? Parce qu'en 1938, Mussolini et Goebbels, depuis l'Allemagne, en lisant le journal de Goebbels, c'est extrêmement clair, téléguide le choix de la Mostra de 1938 et donne à Leni Riefenstahl, un documentaire est en train de passer en ce moment sur les ondes, non, sur les écrans, donne à Leni Riefenstahl donc le prix qui s'appelle la Coupe Mussolini.
de la Mostra de Venise. Bon, face à ça, il fallait réagir. Très clairement, les Américains, Hollywood en premier, refusent de revenir à Venise. Les Français débattent tout l'hiver. Parce qu'il y a ceux qui, du côté de Georges Bonnet, disent « Oui, mais il faut faire attention, vous voyez, peut-être il peut envoyer les missiles. Hein. Peut-être il peut vraiment se passer quelque chose, donc il n'est pas question, il ne faut pas fâcher, il faut être dans l'appeasement, l'apaisement, il faut dialoguer, etc. » Et puis ceux qui, du côté de Jean Zé, disent « Bien sûr, il faut dialoguer, mais avec les muscles sur la culturelle, c'est-à-dire en disant « On n'a pas à être honteux d'être le camp de la démocratie, et on va fabriquer un festival dans lequel on invite tout le monde. » Japonais, Italiens et Allemands étaient invités, ils ne sont pas venus, mais on va ne pas laisser la politique dominer, ce qui signifiait de dire notre politique à nous, c'est la liberté. Et cette liberté, c'est une culture qu'il faut défendre, irriguer, diffuser. Du fond de sa cellule plus tard, Zé dira on n'a peut-être pas été assez jacobin. Et là, il fait référence à la Révolution française. Il dit face à la montée des populismes, il ne dit pas populisme, face à la montée des fascismes et des dictatures, il fallait probablement avoir une politique culturelle plus agressive dans le fait de reconnaître notre identité républicaine, notre identité démocrate, et la valoriser, à dire on a raison et on aura raison de la défendre. Et la création de Cannes, c'est ça. C'est un festival antifasciste démocratique. D'ailleurs, il a une position antifasciste originale et intéressante par rapport à l'antifascisme qui va monter après 1933, puis 1936 et plus tard. Et je crois qu'on le retrouve d'ailleurs dans les écrits. Effectivement, il a une position tout à fait originale. Et puis, c'est un anti-munichois convaincu. Oui, alors c'est compliqué la question de l'antifascisme dans le cadre du Front populaire. Puisque le Front populaire, c'est le pain, la paix, la liberté. Le pain, démocratie sociale, pas de problème. La liberté, antifascisme face à la montée des dictatures, d'accord. Mais la paix, ça c'est un problème dans l'entre-deux-guerres. C'est un problème parce que c'est une qualité humaniste, irréfragable en fait. Qui peut être contre la paix? Ça n'a pas de sens. Sauf que Zé fait partie de ceux qui, après avoir été très pacifiste, dans le livre qu'on donne à lire, ce livre il est excellent parce que c'est un livre de Jean Zé. Si vous voulez savoir des choses sur Jean Zé, lisez Jean Zé. Je suis sérieux en disant ça, c'est pas pour dire n'achetez pas mes livres, parce que je l'ai quand même introduit ça, mais lisez-le, vous serez pris dans un rythme, dans une pensée, etc., qui va vous nourrir, avec laquelle vous allez dialoguer. Et franchement, c'est pour ça qu'on est, avec Pierre Laurent, on est extrêmement heureux d'avoir pu faire chez Bouquin, qui est une belle maison d'édition, parce qu'on avait 1250 pages pour donner à lire à la fois des textes politiques, des éditoriaux politiques, mais aussi des romans policiers. J'ai écrit 2 romans policiers, donc on les a donnés à lire, etc. Et ce qu'il dit, est-ce qu'il écrit Il écrit des contes aussi. Et il écrit des contes qui sont des nouvelles. Il appelle ça des contes, on dirait des nouvelles de nos jours. Lorsqu'il est en prison, il écrit un roman policier où le détenu s'évade 7 fois. Alors qui vient vous parler de la littérature comme tenir la plume pour s'évader, oui, là ça tient aussi, mais il ne fait pas que ça. Donc, mais ça se dit, il le fait bien. Et là, dans cette histoire de l'antifascisme, la position de Zé, mais le drame et le dilemme du Parti socialiste français, de la SFIO de l'époque, c'est que vous êtes soit bloumiste, soit paul-fauriste. Les paul-fauristes vont rester avec une boussole et comment en vouloir à qui que ce soit, surtout a posteriori, là c'est pas notre job, centré sur la paix, et l'idée que la paix vaut mieux que tout, ou presque, parce que la guerre, c'est le fascisme. Et faire la guerre, c'est être fasciste. Et puis des gens qui, comme Léon Blum ou Jean Zé, pensent que, oui, mais que si la paix doit être construite, elle sera construite aussi par ce que fait le Front populaire, le réarmement de la France. Avec Zé, depuis 1934, vote tous les crédits militaires, même quand c'est des gouvernants de droite. Même quand c'est le gouvernement de droite. Donc en fait, il a un antifascisme qui est un antifascisme qui va jusqu'à considérer qu'il faut que la France puisse se défendre. Lui, il est ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts, donc diplomatie culturelle, politique de soft power, on dirait de nos jours. En fait, c'est ça qui s'invente. C'est l'idée que la culture, alors enfin, avec ce qui venait contredire, l'art pour l'art, le fait que la culture soit quelque chose qui doit être apolitique nécessairement, Jean Zé dit, oui, bien sûr, moi aussi je suis pour la culture apolitique, mais seule la liberté permet l'apolitisme. Il n'y a pas d'apolitisme quand le régime n'est pas libre. Ça n'a pas de sens. Bon, et donc c'est un antifasciste particulier parce que ce n'est pas un antifasciste pacifiste et puis parce que ce n'est pas un antifasciste communiste non plus. Il n'est pas dans cette logique-là. Donc c'est un antifasciste libéral qui est prêt à aller jusqu'à financer
et à faire financer la défense nationale. Voilà. Et donc, il va être, je disais, il va être arrêté, bon, 40, hein, le désastre. Et puis, donc, il est arrêté. Il y a la fameuse aventure du Massilia aussi, qui a donné lieu à un très beau documentaire, d'ailleurs, de Virginie Linhart, tout à fait, que je conseille à tous ici. Et donc, il va être incarcéré. Il y a le procès d'Orion et la façon dont la défense va être assurée. Et puis, il y aura, je disais, son assassinat. Oui. Vous voyez, une autre façon de parler de Jean Zay et de la République, de la définition de la République, de la jeunesse de la République, c'est de voir qu'on peut faire de lui d'autres aussi. Hein. Moulin, bien sûr, hein, à une autre échelle. Hein. On peut faire de lui un homme République. Ce que je veux dire par homme République, il y a des femmes République, bien entendu. Hein. Je pense à Cécile Brunswick pendant cette période. C'est une femme absolument admirable, hein, à la Ligue des droits de l'homme, qui va être sous-secrétaire d'État de Jean Zay et qui va s'occuper en particulier d'une question qui pouvait paraître infime au départ, mais enfin, dont on sait bien l'importance, c'est les cantines scolaires. Et elle fait un tableau en 1938, elle fait un rapport au ministre, totalement désolant, sur l'état de santé des enfants dans les écoles primaires, maternelles et primaires françaises, avec l'indigence de l'alimentation. Et bon, donc voilà, Cécile Brunswick. Et en plus, c'est Cécile Brunswick qui va convertir Jean Zay à l'adhésion au droit de vote des femmes, par ailleurs. Parce que Jean Zay, jeune radical socialiste en 1925, il a 21 ans, il fait des conférences publiques contradictoires pour dire qu'au fond, le droit de vote des femmes, finalement, si on ne veut pas que la droite l'emporte, il vaudrait mieux que les femmes ne votent pas. Ce qui est un argument ancien, éculé, etc. Et puis, comme il est membre de la Ligue des droits de l'homme, il lit, et dans le journal de la Ligue des droits de l'homme, il y a des articles récurrents de Cécile Brunswick, qui est une des suffragistes françaises. Et au début des années 30, moi j'ai retrouvé ça dans les archives et puis à Orléans et ailleurs, Jean Zay fait des conférences pour dire évidemment il faut que les femmes votent. Il appelle ça le suffrage total. Il dit le suffrage universel, mais ça ne suffit évidemment pas. Il faut un suffrage universel total ou un suffrage total. Bon, c'est la preuve que, comme Jean Jaurès pour d'autres raisons, dans d'autres domaines, l'intelligence politique des convictions, c'est de savoir évoluer aussi. De savoir lire, se nourrir, réfléchir, avancer et changer de point de vue, du moment que, comme dans le cas de Jean Zay, ce changement, évidemment, dans le sens du progrès social, le plus évident pour nous, mais qui, à l'époque, vous vous rendez compte, fait évidemment débat. Donc c'est un homme République. Et c'est un homme République qui, en 1940, va être une cible idéale, pour les Maurrassiens, je vous l'ai dit, mais qui traverse deux événements au moins, qui montrent combien on peut rajeunir la République, on peut réfléchir à ce que seraient les populismes qui viennent, en réfléchissant à la façon dont fonctionnent les dictatures. La dernière dictature qu'on ait connue, c'est celle de Philippe Pétain. Hein. Vous savez qu'il ne faut plus dire maréchal depuis les jugements de la Libération. Hein. Mais donc, ce qui se passe là, c'est d'abord, effectivement, de façon extrêmement classique, et ce que dira De Gaulle, il reste l'Empire en mai et juin 1940. Donc il y a l'idée de rapatrier dans l'Empire, dans la partie maghrébine de l'Empire français, le président de la République, Lebrun devait partir de Port-Vendre pour rejoindre Alger. Les députés, le Sénat, le président du Sénat, etc., ils vont être tous plus ou moins arrêtés, ou plus exactement stoppés dans leur élan en disant « mais non, ça y est, l'armistice est signé », etc. En revanche, on laisse partir volontairement, en les privant d'informations pendant le nombre d'heures suffisant, 27 députés, qui vont être dans lesquels il y a Pierre Mendès France, Georges Mandel, Jean Zay, mais aussi Édouard Daladier, etc. Et ces députés prennent un bateau qui s'appelle le Massilia, au Verdon, c'est le port de l'embouchure bordelaise de la Gironde, et hop, ils arrivent au Maroc. Bon, ces députés vont être extrêmement utiles à la propagande du nouveau régime pour dire, voyez, ceux qui s'affirmaient comme les plus républicains, ce sont des fuyards. Ceux qui vous étaient le plus, regardez Jean Zay, ceux qui voulaient vous faire la guerre, ils sont des déserteurs. Et Jean Zay va être accusé de désertion en présence de l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'en fait, en 1939, en septembre 1939, il choisit de ne pas rester à son poste de ministre. Il aurait très bien pu. Un ministre, évidemment, est engagé dans la mobilisation générale, à son poste. Il fait fonctionner l'État. Et il choisit de démissionner de son poste de ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts et de s'engager dans l'armée française, sous-lieutenant d'une unité dans l'armée française. Et lorsqu'il va vers Bordeaux,
c'est-à-dire il déserte aux yeux de Vichy pour rejoindre le Parlement qui tient des sessions, parce que dans la tradition française, depuis la Première République, lorsque vous êtes un député aux armées, c'est-à-dire Zé est toujours député, eh bien, lorsqu'il y a une convocation extraordinaire au Parlement, vous devez rejoindre le Parlement, c'est normal. La démocratie parlementaire fait que vous quittez votre corps d'armée, bien avec autorisation, et vous rejoignez les débats du Parlement. Il ne part pas pour rentrer dans sa famille. Eh bien, ce que fait Jean Zé, qui est absolument légal et ultra traditionnel même, depuis la Première Guerre mondiale, va être traduit en désertion en présence de l'ennemi. Factuellement, cartes en main, lorsque Jean Zé quitte son unité, les Allemands sont à 100 km. Il est à 5% sur Sioule. Lorsqu'il quitte son unité, les Allemands sont à 100 km. Donc, c'est évidemment, le procès de Jean Zé va être le premier procès politique que le gouvernement de Vichy réussit. Juste avant, De Gaulle a été jugé, d'abord à Toulouse. Mais la peine n'apparaît pas assez lourde, etc. Rejugé à Clermont-Ferrand par le tribunal militaire qui va juger Jean Zé ensuite. Évidemment, De Gaulle est jugé par contumace. Zé, il est là. On est le 4 et 5 octobre 1940, date concomitante du premier statut qui porte sur les Juifs. Eh bien, Zé est condamné pour quelque chose qu'il n'a pas commis. Il n'a jamais déserté en présence de l'ennemi. Et c'est pour ça que c'est un procès politique. À une peine qui n'existe pas dans le code militaire. Plus exactement, qui n'existe plus, mais que vous allez reconnaître. Déportation et dégradation militaire. Autant Jean Zé, c'est le Jules Ferry du Front populaire, autant il est le Dreyfus de Vichy. Typiquement, la peine qu'on lui accole, c'est celle du capitaine Dreyfus. Et je répète, elle n'existe plus dans le code de justice militaire. Elle n'existe plus depuis au moins 20 ans. Cette peine, la République l'a effacée au début des années 20 de mémoire, mais ça, c'est à retravailler. Donc, vous voyez, son procès est vraiment un procès politique. Et en plus, un procès politique qui est fait à un homme république. C'est un procès qui est fait à la République incarnée, si vous voulez. Zé, c'est la République que déteste la dictature pétainiste. Il est, tout ce que je vous ai dit au point de vue de ses naissances, il est Front populaire. Et d'ailleurs, il y avait 4 militaires députés, 4 députés aux armées embarqués sur le Massilia. La gradation des jugements est extraordinairement intéressante. Zé, et cette gradation correspond à la fois à leurs origines, réelles ou supposées, en tout cas affectées, à leur positionnement, gauche ou pas gauche, à leur fonction ministérielle. Est-ce qu'il avait été ministre ou pas? Jean Zé, c'est celui qui prend la peine la plus lourde, parce qu'il est ministre, juif, franc-maçon, protestant, de gauche, de gouvernement de Front populaire. Pierre Mendès France, qui est aussi dans ce lot-là des 4, il prend 6 ans. Il a droit à 6 ans de condamnation, parce que lui n'a pas, et juif bien sûr, Front populaire bien sûr, mais il n'a pas les fonctions ministérielles de la hauteur de celle de Jean Zé. Il n'est pas une cible repérée encore. Il ne paie rien pour attendre, comme vous le savez. La haine antisémite envers Mendès France sera d'une violence extrême. Derrière, vous avez Wilzer, qui est un homme, Viennot, pardon, qui est un homme de gauche, mais un député qui n'avait aucune fonction ministérielle. Il aura 6 mois avec 6 ans avec sursis. Et le troisième, c'est Wilzer, c'est un député de droite, ni juif, ni franc-maçon, etc. Il sera acquitté. Voilà. C'est ça, Vichy, si vous voulez. La dictature, c'est ça. C'est-à-dire, on juge des gens pour des peines qu'ils n'ont pas commises à partir d'un cadre et d'un code juridique qui n'existe pas. C'est même pas de le réinventer, il n'existe pas. Mais le procès politique, c'est surtout un procès dans l'opinion. Zé, la prise était trop belle pour dire que le Front populaire était responsable de la guerre et qu'elle a perdu. Alors, quelle est la clé? Pourquoi ont-ils voulu une guerre, ces gens-là, alors qu'ils savaient qu'on allait la perdre? Parce qu'ils étaient juifs. Parce que juifs et francs-maçons, ils voulaient la ruine de la France. Et voulant la ruine de la France, évidemment, ces bellicistes voulaient faire une guerre qu'ils étaient sûrs de perdre, mais cette guerre, ils la voulaient par solidarité de race, mais aussi pour affaiblir la France. Alors, ensuite, Zé, en prison, voit son état être plus ou moins rendu de façon légale par rapport à la légalité déjà invraisemblable, mais il y a, et c'est le dernier que j'utiliserai avant son assassinat, il y a une décision particulièrement extraordinaire. En 1941, Jean Zé n'a plus de revenus, bien entendu. Et c'est pour ça qu'il se met à écrire en prison. Ses contes et ses romans policiers, il essaie de les vendre. Et c'est René Julliard qui les publie, pour ce qui est des romans policiers. Enfin, le premier et le second roman policier, il ne le publie pas parce que le pseudo de Jean Zé a été inventé et que Julliard, évidemment, a besoin de papier pour publier tout ce qu'il publie et qu'il sait que s'il publiait, il n'aura plus le papier pour publier ses bouquins. Donc,
Il s'appelle La bague sans doigt, le roman policier de Jean Zay. Il est là-dedans, lisez-le, franchement, c'est drôle et intelligent, parce que Zay a une plume très drôle. C'est un chroniqueur. La qualité littéraire de Jean Zay, c'est qu'il est un chroniqueur. D'ailleurs, Jean Zay est entré au Panthéon en 1949, pas en 2015. En 2015, il y entre pleinement, mais en 1949, il est gravé sur les murs de Panthéon dans la liste des écrivains morts pour la France. Donc, nous avons publié Jean Zay comme écrivain, mais la reconnaissance de Jean Zay en écrivain, c'est pas nous. Hein, elle est beaucoup plus ancienne, et elle vient des milieux de la résistance en particulier, mais pas seulement. En 1941, Jean Zay demande à récupérer des choses très triviales et évidemment essentielles, la jouissance de son compte de caisse d'épargne. Demande officielle. Réponse de l'État de Vichy. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un État de dictature? On demande à une commission spécialisée, mais qui est un peu étrange, c'est le commissariat général aux questions juives, qui déclare, qui envoie une lettre, on la connaît parce que c'est le directeur de la caisse d'épargne d'Orléans qui ensuite l'a envoyé à Madeleine Zay, la femme de Jean Zay. Et ce directeur écrit la chose suivante: par la présente, nous devons savoir que M. Jean Zay est considéré de race juive, donc il n'aura pas la jouissance de ses biens. Nous informons cependant que votre client a toute liberté pour faire preuve du contraire. Alors la formule « a toute liberté pour faire preuve du contraire », elle est pour nous extraordinairement ironique. On se dit, mais il se moque de lui. En fait, c'est beaucoup plus grave que ça. Et c'est beaucoup plus intéressant que ça. En mettant cette formule-là, le commissariat général aux questions juives donne le gage de sa légitimité. Il emploie les formules qui sont les formules normales. Votre client a toute liberté pour faire la preuve du contraire. Et employant les formules normales, il signifie que sa décision est normale. Le texte même, la normalité même de la rédaction du texte signale la légitimité du texte et de la décision. La rédaction, légalement rédigée, rend la décision légalement prise. Ce qui est en plus stupéfiant, parce que Jean Zay n'est pas juif au regard des statuts de Vichy. Si vous avez en tête ces textes-là, il faut avoir 3 grands-parents réputés de race juive, ou 2 seulement si votre conjoint est juif. Jean Zay n'en a que 2, son grand-père et sa grand-mère du côté de Léon, son père, et sa femme est protestante. Et il n'y a jamais eu de ce côté. Donc, il est réputé de race juive, au contraire même des lois les plus indignes qui ont pu être... Et ça aussi, c'est une leçon qu'un homme république fournit à ce qu'est l'inverse de la République et de la démocratie, c'est-à-dire la dictature. Une dictature se contrefiche de ses textes. Ce qui compte, c'est ce qu'on en fait et la légalité. En revanche, on ne se contrefiche pas de la légitimité que ces textes donnent aux yeux de l'opinion et de la normalité qui est introduite dans l'anormalité vengeresse qu'il produit. Et ça, c'est une leçon de Jean Zay qui est passionnante quand on est, comme vous et moi, amoureux d'histoire, de compréhension. Comment imaginer que les miliciens puissent le laisser vivre en 1944 ? En 1944, vous le savez, il y a toute une série... Comme il y avait une chaîne de procès, De Gaulle, les 4, puis Rion, les 4 du Massilia, puis Rion, à la fin de la guerre, il y a une chaîne d'assassinats politiques. Les premiers à payer le prix, et vous les connaissez certainement, c'était des gens qui avaient 80 ans à l'époque. Hein. C'est les époux Bache, hein, Victor et Hélène Bache, qui vont être assassinés. Lui, il avait longtemps été directeur de la Ligue des droits de l'homme, hein, et c'était évidemment une cible de Vichy évidente. Ils pèsent plus rien, les Baches, hein, en 1944. On assassine des personnes, des symboles, et surtout, ce qui se passe dans cette fin de guerre qui est mortifère, on essaie d'assassiner sa propre mort qui vient. C'est ça le sens des assassinats politiques. Hein. En tuant des gens qui sont mes ennemis, d'abord, je ne les laisse pas derrière, ces créatures et ces ennemis, mais en plus, je montre jusque dans leur mort et après la mienne que ma mort a un sens. Et que, effectivement, je construis par le mortifère mon existence de celui qui tue. Ça, c'est quelque chose qui va toucher, et qui touche encore hein, dans les régimes qui se défont, hein, dans les périodes paroxystiques de la fin des régimes, qui touchent. Ce sont des mentalités, évidemment, qui sont difficiles à comprendre quand nous sommes plongés dans complètement autre chose, mais qui, au fond, sont assez banales dans leur réalisation.
Après, vous allez avoir l'assassinat de Jean Zay, avant même celle de Philippe Henriot. Souvent, on a dit, Jean Zay, il est assassiné parce que Philippe Henriot... Non, non, il est assassiné 13 jours avant. Même plus que ça, 3 semaines avant. Celui qui est assassiné en représailles, c'est Georges Mandel. Vous voyez, donc, Mandel sur le Massilia, lui aussi, hein, comme Jean Zay. Et alors, Mandel aussi, si on veut remonter la pelote, on a eu un très beau colloque récemment du côté de Bordeaux, à Soulac-sur-Mer, d'où Mandel était le maire, c'est que Mandel, il se produit la chose assez exceptionnelle, qu'il est jugé et acquitté par un lieutenant-colonel Loiseau, un homme de bonne mémoire, et c'est son acquittement même qui le fait emprisonner. Dictature, en fait. Évidemment, Mandel ne peut pas être libéré. Il est innocenté par la justice militaire, et le début de la dictature pétainiste, c'est une dictature militaire. On emploie rarement ce terme-là, mais à la fois à la tête de l'État et dans la police politique, plus exactement dans la justice politique qui est faite pour l'opinion, c'est des tribunaux militaires qui s'en occupent. Parce que l'armée, c'est la seule chose qui a tenu. Jean Zay, dans Souvenirs et solitude, dit « On avait pris l'habitude de craindre la dictature des généraux vainqueurs. Personne n'avait encore songé à la dictature des maréchaux vaincus. » Et c'est vrai que c'est pas banal. Mais pour pouvoir considérer qu'on doit avoir le pouvoir alors même que la force que l'on incarne militaire a perdu, ça signifie bien que ce n'est pas l'armée qui est perdue, c'est la population. C'est l'éducation nationale du Front populaire qui a affaibli la France et qui a empêché l'armée qui conserve la pureté de la France. D'ailleurs, on va nommer des amiraux et des généraux à des postes importants qui doivent être là. Donc, Zay, c'est tout ça aussi. Et dans sa mort, il y a ça. C'est-à-dire l'inverse de ce que Cavaillès disait de la définition de la résistance. Et dans son rapport à la mort, à propos de Canguilhem, c'est Canguilhem à propos de Cavaillès, pardon, qui disait la chose suivante. Au fond, non, on n'était pas des gens qui risquions notre vie, non. Nous avions choisi les raisons de vivre à la vie. Ça, c'est une définition de la résistance que je trouve exceptionnelle. Hein. Ce sont des gens très vivants, très heureux, très pleins d'élan. Ils ne sont pas dans le chaos, les résistants, ils sont dans l'espérance. En revanche, du côté du chaos, ceux qui ont assassiné Jean Zay, ceux qui ont assassiné Cavaillès, eh bien, il y a aussi un rapport mortifère, mais il est inverse. Il s'agit de conjurer sa propre mort à venir par la mort. C'est doublement mortifère. Effectivement, il y a aussi de belles phrases à ce niveau-là dans l'ouvrage de Jean Cassou aussi, sur La mémoire courte. La mémoire courte est un ouvrage exceptionnel. Remarquable. Alors peut-être puisqu'on arrive au terme un peu de ce moment, quelle postérité aujourd'hui pour Jean Zay? Oui. Qu'est-ce que dit la jeunesse de la République de Jean Zay au rajeunissement possible de la jeunesse de la République de 2024? Ça pourrait être ça, notre façon de le formuler. D'abord, un mot, parce que c'est une éthique ou même une conviction profonde sur ce qu'est la fonction sociale d'un historien ou d'une historienne. On est souvent, et pourquoi pas, présentés, nous-mêmes, on peut se vivre comme des spécialistes de ce qui s'est passé. Et essayer de ne pas dire de bêtises de ce qui s'est passé. Et qu'au moins, lorsqu'on va chercher des leçons dans le passé, et ce n'est pas le cas des historiens, les historiens ne sont pas là pour fabriquer des leçons à propos du passé. En revanche, pour nourrir la société dans ses réflexions, ces débats, vous, moi, comme citoyen aussi, qu'au moins on le fasse sur des dossiers solides, établis, où on réfléchit à l'identité de la République, à ce que peut vouloir dire le fait qu'elle soit une et indivisible, et que une, c'est pas indivisible, et que l'indivisibilité permet de penser une unité progressiste aussi. Bon, très bien. Ça, c'est une fonction fondamentale. Je crois qu'elle contient encore autre chose, cette fonction sociale des historiennes et des historiens. C'est le fait que, quand nous, on se penche sur une époque, et le cas de Jean Zay, j'y insiste à plusieurs reprises, qui peut être par certains aspects comparables, méfions-nous de ces comparaisons, mais quand même dans ces tensions, dans ces difficultés, dans le chaos qu'elle semble revêtir, dans le fait, nous on n'a pas connu une Première Guerre mondiale il y a 25 ans, mais on a connu autre chose, d'accord, mais ça on l'a pas connu. Être pacifiste en 2024 ou être pacifiste en 1934 quand il y a eu 1 500 000 morts, c'est pas la même incarnation sociale de la pensée du pacifisme. Mais ce qui me paraît le plus intéressant de nos jours dans cette fonction sociale, dans ce qu'on essaie de transmettre dans le travail d'historien, c'est que quand on observe
Ce passé-là, d'abord, on sait depuis Marc Bloch que c'est le présent qui pose des questions au passé, mais avec Pierre Laborie, moi j'ai envie de dire, c'est au passé de répondre. Et c'est le plus dur, c'est d'aller voir ce que ce passé dit, et de ne pas essayer de le surinformer par nos questions. Or, ce que ce passé répond, c'est qu'il y avait des futurs possibles, qu'ils étaient beaucoup plus nombreux que les futurs qui se sont produits. Il y a toute une série de futurs qui ne sont pas advenus. L'idée, en revanche, du Front populaire, elle a survécu et s'est prolongée. Elle a été considérablement revivifiée par les résistants, qui sont largement des gens issus du Front populaire. Pas seulement, mais largement. Elle va être retravaillée. Et cette idée, par exemple, d'une école qui doit être une école ouverte à tous, elle va se traduire par les projets d'école unique, etc., et être développée, travaillée, en faire des choix qui ne sont pas ceux que j'en ai imaginés. Par exemple, on va choisir de dire que l'école moyenne, ce que les Allemands appellent l'école moyenne, ça devient le collège que nous connaissons. C'est-à-dire qu'en fait, on a secondarisé l'école moyenne, au lieu de la primariser. Parce qu'il y avait une école moyenne, l'école primaire supérieure, qui, elle, n'avait que 3-4 mètres par classe, qui avait des objectifs de formation qui allaient jusqu'à 16-17 ans. Là, on a dit, non, le modèle du lycée, pour d'excellentes raisons, c'est le modèle qui est le modèle le meilleur, considéré comme le meilleur, il doit être appliqué à tous. Ah oui, toute la génération peut suivre en 6e, 6 à 7 professeurs différents, changer de classe à chaque fois, etc. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est socialement efficace? Ça, c'est une question. Ce que je veux dire par là, c'est que les questions qui sont ouvertes avec Jean Zay, nous y avons répondu ensuite. Mais que le futur qu'il a ouvert, les futurs qui ont été ouverts, n'étaient pas forcément ceux qui se sont produits. Donc, dans le meilleur des cas, celui de Jacqueline Lalouette ce matin, par exemple, celui, bien entendu, de Lilti aussi ce matin, qu'est-ce que c'est qu'un historien, une historienne qui vient parler publiquement? C'est quelqu'un qui essaie de défataliser nos futurs. C'est-à-dire, ce qu'il y a devant nous n'est pas fatal. Il y a, dans le passé, il y avait des futurs possibles. Notre présent en contient aussi. Je ne sais pas ce que ce sera. Ce sera peut-être la version la pire. Mais ils ne sont pas écrits. Ils ne sont pas encore écrits. Et la mémoire, pas la mémoire, l'exemple d'une figure comme celle de Jean Zay ou de Léon Blum, de ces gens du Front populaire, montre que dans des temps particulièrement durs, particulièrement sombres, que l'on pourrait appeler chaos, eh bien, l'espérance était possible et qu'elle fut nourricière. C'est qu'elle n'a pas été simplement possible, c'est qu'elle a construit des possibles qui ont été des progrès et des progrès sociaux et politiques considérables. Eh bien, il va falloir que nous arrêtions, on n'aura pas le temps de... Vous n'aurez pas le temps d'intervenir, j'en suis désolé. En tout cas, merci à Olivier Loub de nous avoir éclairé sur Jean Zay. J'invite à lire et à faire lire, comme l'on dit, l'ouvrage de Jean Zay, effectivement, Jeunesse de la République, que vous retrouverez sur la table donc de la librairie Ombre Blanche, qui est aussi partenaire de ce salon. Vous y trouverez aussi les ouvrages d'Olivier. Et donc, merci à vous d'avoir été là. Toutes et tous. Merci vraiment. Bonne suite, si je puis dire. Et d'ici là, portez-vous bien.